question sur la gestion d'une perte importante en copropriété. J'insiste sur ce mot parce que ce soir, on a un sujet d'envergure, ciblé, et c'est ce qu'on veut décortiquer avec vous. C'est une formation partie 1 de 2. C'est une formation en 2 volets qui traite de la gestion des sinistres en pertes importantes. On va vous donner des exemples pour vous expliquer de quoi on parle exactement pour que vous nous suiviez avec ça. Et ce soir, je suis accompagnée de M. Carole Bérubé, qui est directeur du programme immobilier à BFL Assurance avec une spécialisation en copropriété. Donc, bonsoir et merci d'être avec nous. Donc, ce soir, on vous parle de la perte importante. Perte importante en copropriété, on va imaginer un sinistre majeur. Ça, c'est le sujet de la soirée. C'est un sujet qu'on espère que vous n'aurez jamais à explorer dans votre vie, mais malheureusement, l'improbable est probable. Alors, pourquoi ne pas faire le tour de la question afin que vous ayez des outils si jamais ça vous arrive, vous sachiez par où commencer. Donc, la formation, ce soir, on parle de la gestion immédiate du sinistre majeur. Et là, quand je dis majeur, j'ai à l'esprit un immense dégât d'eau, j'ai à l'esprit un incendie qui fait une perte totale. Je parle d'un scénario catastrophe. Et je vais commencer par vous définir un peu la notion de perte importante, qui est la base même de notre formation aujourd'hui. Alors, la perte importante, cette question, ce sujet en soi, est une notion difficile à définir. Elle n'est pas définie dans la loi. Par contre, on ouvre la porte à ce que le gouvernement nous fasse un règlement qui définit la perte importante. Malheureusement, au moment où on se parle, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de définition uniforme qui nous permet de nous enligner sur ce qui est une perte importante versus une perte moins importante, mineure. On va donc se rabattre sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les expertises des assureurs qui sont habitués de gérer des sinistres, et aussi les écrits qui ont eu l'expérience, le vécu des professionnels dans le milieu. Il y a des déclarations de copropriété, et vous l'avez peut-être même vu dans vos déclarations de copropriété, qui définissent la notion de perte importante à défaut d'avoir une définition formelle, uniforme, légale. Et souvent, ce qu'on va constater, c'est que la perte importante est définie comme étant 10 de la valeur de reconstruction, des fois 25. Des fois, on va y aller plutôt en nombre de parties privatives. J'ai 10 de parties privatives affectées dans un immeuble de 5 unités, on le comprend. Des fois, ça va être 10 ou 25 d'un immeuble de 100 unités. Fait qu'on voit que l'application pratico-pratique de cette notion-là, c'est pas si évident. Au niveau de l'assurance, est-ce qu'il y a des barèmes, des façons de définir la perte importante? Comment on fait, nous, pour savoir si on est dans cette situation? Ben, en fait, très bonne question. C'est que il y a dans la notion de perte importante aussi un degré de complexité. Une perte importante n'est pas simplement importante par la valeur des dommages. Elle peut l'être autrement. Elle peut présenter un degré de difficulté. Prenons l'exemple facile de vice de construction ou de conception d'un immeuble. Les condos, dans certaines années, ont été construits à une vitesse faramineuse. Ça ne vient pas sans risque par rapport à la qualité de l'ouvrage. Donc, par conséquent, importante, oui, au niveau monétaire, c'est peut-être le repère le plus facile à trouver, de dire que j'ai une perte de 500 000 d'un million de dollars. Là, on se rabat sur ce que vous disiez à l'instant, à savoir, est-ce que la déclaration de copropriété prévoit ce type de perte-là comme étant encadré par la perte importante, c'est-à-dire je suis à l'intérieur des 10 ou plus de la valeur de l'immeuble, selon bien sûr la valeur de chacun des syndicats, qui peut être, prenons un exemple ici facile de 10 millions, ben, si j'ai 10 de ce 10 millions-là qui doit être investi dans des réparations, je peux considérer que c'est une perte importante. Sauf que faut pas se leurrer aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité aussi que la perte de 500 000 soit 2 fois, 3 fois plus complexe que celle d'un million, selon bien sûr la nature des dommages, ou qu'est-ce qu'on découvrira après le début du mandat, après l'étude des dommages. OK. On parle de perte importante, on parle de toutes ces notions-là, et pour se replacer un peu dans le temps, en fait, c'est qu'il y a des règles propres qui vont s'appliquer quand il arrive ce type de sinistre-là. Et ce sont ces règles-là qu'on veut examiner avec vous aujourd'hui, parce qu'on ne traitera pas un dégât d'eau qui affecte l'unité au rez-de-chaussée, qui affecte personne d'autre de la même manière qu'on va traiter une perte importante.
Et pour qu'on se suive bien au courant de cette formation, on va référer tout le temps au même exemple pour être le plus facilement compréhensible. Alors, imaginons la perte totale, comme ça, on ne se pose plus des questions sur la nuance entre je suis important, je suis en milieu, je suis en zone grise, et on va y aller avec l'incendie. J'ai passé au feu et puis ben, c'est rare. Il n'y a plus d'immeubles, il faut construire la bâtisse. Donc, c'est un peu dans cette veine-là qu'on s'en va présenter tout ça avec vous ce soir. La première chose à mentionner, une fois qu'on sait qu'on est en situation de perte importante totale ici, c'est qu'on va avoir à l'esprit l'assurance du syndicat des copropriétaires. C'est la première chose qu'on va mettre la table avec. Les premières règles, les premières choses qui vont s'appliquer concernent la police d'assurance du syndicat. Je dis ça parce que vous savez tous qu'en copropriété, le régime d'assurance en soi, ça a toutes sortes de règles et qu'il y a deux paliers d'assurance. Hein. On a l'assurance de la copropriété qui assure l'immeuble au complet, partie commune et partie privative. Vous êtes tous rendus des experts à la question en ayant suivi toutes les formations qui sont données. Et on a aussi les assurances de copropriétaires qui, elles, couvrent les améliorations si on se limite aux biens. Quand on est en question de perte importante, toutes les règles qui vont s'appliquer, c'est vraiment pour la police d'assurance du syndicat. Les polices d'assurance de copropriétaires ne sont pas assujetties à tout ce carcan de règles-là qu'on va vous présenter. Donc, c'est vraiment ce qu'on a en tête quand on discute avec vous aujourd'hui. Perte importante, sinistre majeur et police d'assurance du syndicat. On y va donc dans le vif du sujet, si vous me le permettez bien, Carole. J'ai hâte. Donc, voilà, j'ai mon scénario catastrophe. On se réveille en plein milieu de la nuit, incendie, on sort de l'immeuble, on est tous sains et saufs. On commence par quoi? Ben, en fait, on commence par les services d'urgence, c'est-à-dire, je dis souvent aux gens, ne vous leurrez pas, c'est-à-dire lorsqu'arrive un dégât, souvent l'assureur est difficilement, malgré qu'on a beaucoup de services en place d'urgence pour traiter les appels la nuit, sauf que nous, on est un peu comme vous, on est démunis face aux ressources. Donc, bien sûr, le 911, ça existe pour tout le monde. Donc, vous contactez d'abord les services d'urgence pour minimiser, combattre l'incendie lui-même. Une fois maîtrisé, cet incendie-là, comme on l'a vu d'ailleurs ce matin avec l'immeuble tout près du pont Jacques-Cartier, qui fait les manchettes actuellement. Donc, imaginons pour l'instant d'un moment qu'il s'agit d'un immeuble en copropriété, quoi qu'il était abandonné dans ce cas-ci, mais imaginons cette chose-là. Ben, les gens se retrouvent à la rue. Donc, chacun fait affaire avec son assureur privé pour être relocalisé. Vous savez que Madame Christine, qu'actuellement, les copropriétaires doivent détenir leur propre assurance pour leurs biens d'une part, mais surtout et avant tout, d'un point de vue législatif, pour leur responsabilité civile. Et comme un contrat des copropriétaires, j'ose croire que j'apprends pas ça à personne ce soir, que le copropriétaire, lui, il achète un tout, il achète un produit. On ne peut pas fragmenter une police résidentielle. Quand on achète un produit, on achète des choses des fois qu'on n'a même pas besoin, mais ça fait partie du produit d'assurance offert. Donc, si je reviens au syndicat de copropriété, vous avez une perte importante, c'est détruit, c'est rasé au sol, donc on a appelé le service d'urgence. Dès le lendemain matin, vous appelez votre assureur, le mandataire du syndicat, soit son gestionnaire ou l'un des administrateurs, communique avec nous. S'il y a un courtier, communique avec le courtier. Si c'est l'assureur directement, il communique avec l'assureur pour déclarer la perte le plus tôt possible pour éviter de commettre des impairs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour éviter d'engager des dépenses qui seront peut-être tantôt pas nécessaires parce qu'on veut utiliser de façon judicieuse le montant d'assurance souscrit par le syndicat. On prenait l'exemple tantôt d'un 10 millions. Ben, c'est sûr que si on dilapide dès le départ le 10 millions à gauche et à droite, ben, il faut s'assurer qu'on va avoir suffisamment de fonds au niveau de la police d'assurance pour rebâtir. Dans l'éventualité, on l'abordera tout à l'heure, dans l'éventualité où le syndicat a décidé de rebâtir. Parce que dans un cas d'une perte totale, il peut y avoir certaines notions là, que je vous laisserai entretenir les auditeurs ce soir, de voir à ce que le bâtiment soit rasé et qu'on mette fin à la copropriété finalement. Donc, je reviens au niveau des premières étapes. On a appelé le 911, l'incendie maîtrisé. Le lendemain ou le surlendemain, ben, il y a plein de débris à ramasser. Faut libérer la scène. Ça ne veut pas dire nécessairement que le bâtiment s'est effondré sur lui-même. Des fois, il y a de la structure qui va résister selon
bien sûr le type de structure, et là, on fait appel à l'assureur. Cet assureur-là va se déplacer sur place avec vous, en votre compagnie, pour examiner, bien sûr, la scène, en compagnie d'un évaluateur, pas nécessairement tout de suite d'un architecte. Mais là, il va y avoir des sommes importantes à encourir. Donc, ces sommes importantes-là, il faut qu'elles soient correctement gérées. Parce que, c'est-à-dire, on ne vient pas de la gagner à l'Auto-Québec, là. Donc, à ce moment-là, on doit gérer correctement ces sommes-là. Et qui de mieux placé qu'un fiduciaire? Le fiduciaire agit en tant que fidéocommis, donc il place l'argent communément appelé in trust et il protège ces avoirs-là qu'il va recevoir de l'assureur au fur et à mesure. Et là, par la suite, on développera davantage sur la question de qui fait quoi, là, quel est le rôle de chacun. Mais pour l'instant, la perte majeure, elle est mise en place, l'évaluateur est là. Là, il faut compter quand même quelques semaines avant de recevoir des rapports. Et pourquoi l'embauche d'un évaluateur est requise? C'est que lui, l'évaluateur, il est impartial. Quand vous faites bâtir quelque chose, que ce soit du simple cabanon à autre chose, vous pouvez faire des soumissions. Un assureur n'a pas ou peu de temps pour faire des soumissions auprès de différents entrepreneurs. Lui, il doit avoir une ligne de conduite qui est quand même difficilement modifiable dans le temps. En fait, il obtient le devis d'un évaluateur qui, lui, ne fera pas la réparation. Donc, à ce moment-là, l'évaluateur, lui, donne un chiffre impartial à l'assureur. Ça va te coûter 9,5 millions. Donc, parce qu'on s'entend que maintenant, dans le montant d'assurance, Christine, que on sait que l'article 1073, entre autres, prévoit que on ne doit pas tenir simplement compte du bâtiment, mais il y a des frais connexes à ça, la démolition et tout ça. Et pour ceux qui le savent maintenant, les évaluateurs en bâtiment, parce que votre bâtiment doit être réévalué aux 5 ans, vont tenir compte de ces dépenses-là qui rentrent dans l'intérieur de la valeur de reconstruction, parce qu'on ne fait pas quelque chose sans avoir tous les éléments au dossier pour libérer la scène pour pouvoir éventuellement construire autre chose dessus. Donc ça va faire partie également du montant d'assurance. Donc le montant qui va être propre rattaché au bâtiment va possiblement être de l'ordre de 90% de votre montant d'assurance parce que les autres frais, ce sont des frais connexes qui sont considérés à l'intérieur de l'indemnité. Il faut voir ça comme l'assureur, lui, a un budget entre les mains de 10 millions et il ne pourra pas dépenser $1 de plus. Donc, il faut absolument que ce soit correctement contrôlé. Et ça, c'est en admettant qu'on a bien fait évaluer notre valeur de reconstruction puis qu'on a la police d'assurance avec le bon montant. Oui, tout à fait, parce que maintenant, ben, c'est une très bonne question. Maintenant, c'est une obligation légale que le bâtiment doit, parce qu'il est indexé, le bâtiment au Québec. Vous savez qu'on est une des rares provinces où on peut faire cette démarche-là tous les 5 ans. Mais nous, on fait affaire partout au Canada et à l'extérieur du Québec, notamment à Vancouver, d'où on vient, là. C'est à tous les ans. Le bâtiment est réévalué à tous les ans. Il y a des budgets, bien sûr, qui sont dépensés là-dessus. Au Québec, on essaie quand même de pallier à cette difficulté-là en indexant le bâtiment. De sorte que souvent, les gens vont dire, ah, ben, on a des surprimes. Pas nécessairement. Vous n'avez pas nécessairement de surprimes, c'est que la valeur assurée devient plus élevée. Fait quand bien même on vous assure au même tarif, ben, si on met quelques milliers de dollars de plus, puis là, on parle de centaines de milliers de dollars, ben, c'est sûr que ça fait changer l'équation. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que souvent les gens sont surpris d'avoir des augmentations tarifaires, mais ce n'est pas le tarif, c'est plutôt la valeur assurée qui doit suivre le marché. Parce qu'imaginez, quand on est sorti de la COVID, les bâtiments ont explosé en valeur parce que justement, là, on a créé une rareté. Vous savez que la crise du logement, c'est pas juste pour les copropriétaires, c'est pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, c'est l'effet, le balancier de l'offre et la demande, là, finalement, si je peux me permettre. Fait que là, si on recule un petit peu Oui, pour notre gestion immédiate. Fait que là, j'ai eu mon feu. Moi, je suis administratrice du syndicat. J'appelle l'assureur ou mon courtier, mon contact habituel pour lui expliquer la situation. L'assureur va m'envoyer un expert en sinistre sur les lieux pour m'accompagner. tout à fait. On va regarder tout ça ensemble. Il va me dire, parfait, mets ça sur hold, ça, on traite ça en priorité. Il m'aide, il m'accompagne, je ne suis pas toute seule. Et ensuite, il va commencer de son côté à évaluer combien tout ça peut coûter et si ça fonctionne en fonction du produit d'assurance que j'ai, donc je suis assez assurée. Quand il fait tout ça, l'estimateur et tout ça, ces frais-là, est-ce que c'est l'assureur qui les paye? Oui, tout à fait. L'assureur qui mandate, dès qu'un assureur prend en charge votre dossier,
bien sûr pour la portion couverte, là, l'assureur, c'est-à-dire dans un contexte de recherche de cause, des fois, c'est mitigé comme question parce qu'il ne voudra pas intervenir. Mais lorsqu'il s'agit d'un incendie et qu'il espère avoir peut-être un recouvrement contre quelqu'un, parce que, je sais pas, moi, je donne l'exemple, vous avez utilisé votre barbecue la veille sur le balcon, c'est pas permis par la déclaration de copropriété, mais vous l'avez quand même fait. Pour une raison ou une autre, étrangement, l'incendie origine, parce que les pompiers, les ingénieurs peuvent nous aider là-dedans, origine de votre balcon, Christine, ben à ce moment-là, on peut déjà avoir une certaine piste de l'enquête. Fait que l'ingénieur qui est retenu par l'assureur est aux frais de l'assureur parce que lui, il veut récupérer ses déboursés, bien entendu. Et de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, ces frais-là, lorsqu'on parle de frais, on ne parle pas d'indemnité, ne viennent pas réduire votre montant d'assurance. Donc, votre montant d'assurance de 10 millions, c'est une chose. Les frais de l'assureur pour la ressource, l'expert insigniste indépendant qui, soit dit en passant, travaille pour l'assureur, il va vous accompagner, mais pour ceux parmi vous ce soir désolé, mais ceux parmi vous qui ont pas nécessairement de courtier, faites attention à une chose, c'est que l'expert en sinistre, il est rémunéré, mais non seulement il travaille exclusivement pour l'assureur et non pas pour l'assuré. Ça ne veut pas dire que déontologiquement, vous avez des craintes à avoir parce qu'il doit suivre un code d'éthique très, très rigide. Il doit quand même vous renseigner, il doit vous fournir des informations. Mais si jamais vous avez un doute, ben, il y a d'autres ressources là, que vous pouvez consulter. Et d'ailleurs, le fiduciaire qu'on parle ce soir, qu'on va parler ce soir, est un de ces éléments-là qui permet que les argents soient distribués aux bonnes personnes, aux bons bénéficiaires. Bon, mais parlons-en du fiduciaire. Alors, je ne suis pas là de manière anodine. J'agis comme fiduciaire dans différents dossiers. Donc, on parle en formation pratico-pratique aujourd'hui avec des experts de terrain. Alors, bon, le fiduciaire. Dans le cadre de toutes les conversations que vous allez avoir avec l'assureur, évidemment, on ne s'entend pas à ce que tous les syndicats de copropriété au Québec sachent que ça prend un fiduciaire imposé par la loi en cas de perte totale, perte très importante pour la gestion des sommes. Donc, l'assureur, on peut s'attendre à ce il nous renseigne là-dessus, là, qu'il nous dise que ça prend un fiduciaire. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, je vous invite à consulter votre acte de copropriété, communément appelé aussi déclaration de copropriété. Vous devriez y retrouver des mentions par rapport à l'embauche à fiduciaire lors de pertes importantes. Comme ma collègue Christine vous disait tout à l'heure, la notion importante, c'est pas toujours défini. Dans certains actes que j'ai l'occasion de lire, on voit que c'est à pourcentage en rapport à un chiffre fixe qui est la valeur de votre bâtiment. Mais il faut savoir que le fiduciaire, il n'y a pas de norme en tant que telle. Vous pourriez avoir une perte de 1 million qui n'entre pas dans le paramètre, puis vous pouvez engager un fiduciaire pour vous accompagner dans la gestion des paiements. Mais à quoi qu'il sert, ce fiduciaire-là? Bon, d'abord, il faut savoir que le fiduciaire, il est imposé, c'est une obligation d'en avoir un quand que je suis en situation de perte importante. Donc, ça me fait un parallèle avec ce que vous venez de mentionner, Carole. Si je suis pas en situation de perte importante, j'ai toujours le loisir de mandater un fiduciaire pour m'accompagner. À ce moment-là, par exemple, il n'est plus imposé, fait qu'il peut se poser la question de savoir qui va le payer. Quand on parle de fiduciaire imposé, là, la loi me dit quand je suis un syndicat de copropriété et que je suis en situation de perte importante, je dois nommer un fiduciaire sans délai. C'est ce que la loi me dit. Bon, sans délai, c'est pas vous avez passé la journée, vous appelez l'assureur en premier, faites vos démarches. Là, sans délai, on parle quand même de vous avez quelques jours, quelques semaines, là, le temps de chercher votre fiduciaire. Première question qui va se poser, c'est qui peut agir comme fiduciaire? La loi n'impose pas de personne en particulier. Par contre, on va essayer de penser à des gens qui vont pouvoir nous accompagner parce qu'ils ont les bons outils. Si on pense aux professionnels qui ont des comptes en fidéicommis, hein, des comptes in-trust, ben là, on sait que ça va être plus simple puisque l'argent est placé dans un compte pour le bénéfice du syndicat, appartient au syndicat et est géré par le fiduciaire. Fait que ça, déjà là, on a une bonne piste. Les notaires, par exemple, sont des professionnels tout désignés pour ça. Je vais rajouter à ça, on aime bien avoir des spécialistes en copropriété dans les dossiers qui concernent les syndicats. Pourquoi? Ben, les fiduciaires qui ont une certaine spécialité en copropriété ou qui ont des expériences terrain de copropriété vont pouvoir vous outiller un petit peu au-delà du mandat parce qu'ils comprennent bien
les organes décisionnels? Est-ce que c'est le conseil d'administration qui doit décider? Est-ce que c'est l'assemblée des copropriétaires qui doit décider? Fait que d'avoir quelqu'un qui connaît la copropriété, c'est un bonus, je dirais, qui vous permet d'être mieux accompagné. Euh, Ensuite, il y a des sociétés de fiducie qui existent qu'on peut nommer et je vais prendre la peine de mentionner qu'il y a des déclarations de copropriété. Ceux qui ont été créés un petit peu après l'arrivée du Code civil, donc 1er janvier 1994, dans 1994-1995, on voit des déclarations de copropriété qui nomment pour vous d'avance un fiduciaire d'assurance. Et bien, ça vient de la foulée des articles qui ont été écrits à cette époque-là. Et voulant bien faire, les notaires qui écrivaient des déclarations de copropriété pensaient qu'il fallait déjà d'avance nommer un fiduciaire. Maintenant, la situation est tout autre. On sait très bien que ce n'est pas obligatoire de le nommer d'avance. C'est obligatoire de le nommer une fois que la perte est survenue, sans délai. Je ne conseille pas que ce soit nommé d'avance, fait que partez pas en peur, vous n'avez pas besoin de prendre une décision demain matin, de nommer un fiduciaire, parce que la vie change et c'est possible que le fiduciaire que vous nommiez hier ne soit plus bon demain. Et c'est ce qui va arriver pour beaucoup de copropriétés si vous tombez dans un scénario catastrophe et que vous avez été créé 1994, 1995, vous avez probablement des clauses qui vous imposent un fiduciaire. Et ces clauses-là, souvent, ça va être des sociétés de fiducie qui vont être nommées ou ça va donner le pouvoir à des créanciers hypothécaires qui détiennent la majorité des hypothèques sur l'immeuble de faire ce choix-là à votre place. La loi, à mon sens, elle est claire depuis le 1er janvier 1994. La prérogative de nommer un fiduciaire appartient au syndicat. Je vais même y aller en disant on est dans de la conservation de l'immeuble. Donc, c'est le conseil d'administration qui doit prendre cette décision. Par contre, si j'ai un fiduciaire qui est nommé et qu'il faut que je le déloge, je modifie la déclaration de copropriété. Je vais avoir besoin de l'Assemblée des copropriétaires ici, d'où l'avantage d'avoir un spécialiste en copropriété pour vous accompagner avec ça. Ensuite, pourquoi j'ai mon fiduciaire? Une fois que je l'ai nommé, il fait quoi? Bon, d'abord, son rôle premier, c'est d'empêcher l'application d'une autre section du Code civil qui est propre à toutes les indemnités d'assurance, qui permet aux créanciers hypothécaires prioritaires de recevoir l'indemnité d'assurance si jamais il n'y a plus d'immeuble, donc plus de garantie. En copropriété, on peut bien imaginer le scénario catastrophe que cela créerait. C'est pourquoi la loi vient créer un régime parallèle pour rassurer tout le monde qui est impliqué dans le dossier du sinistre. Donc, le rôle premier du fiduciaire, c'est d'assurer la reconstruction pour éviter l'application de ça. Autrement dit, j'ai un fiduciaire qui est nommé, c'est sûr que je reconstruis. Il ne pourra pas avoir des copropriétaires qui me disent pas ma partie, ou tu sais quoi, ça ne me dérange pas, mon créancier va le reprendre, ça n'existe pas, on reconstruit, c'est le rôle principal du fiduciaire. Et attention, là, le fiduciaire, dans sa reconstruction, ce n'est pas lui qui va prendre le marteau, ça c'est certain, et ce n'est pas lui non plus qui va s'assurer que les travaux sont bien avancés. Ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit l'indemnité d'assurance. À partir de ce moment-là, l'assureur parfait, j'ai donné l'argent. Fait que c'est le fiduciaire qui va s'assurer de la progression et de l'avancée des travaux pour payer les gens au fur et à mesure. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère de l'argent. Hein, on reçoit de l'argent, on a une entrée et on a des sorties de fonds. Et pour faire tout ça, on doit s'assurer de l'avancement des travaux, c'est sûr. On va souvent impliquer d'autres professionnels qui vont s'assurer que les travaux sont bien avancés à la hauteur de ce qui est prétendu par les entrepreneurs. Ça va être l'objet plus précisément du deuxième volet, la deuxième conférence qu'il va y avoir pour parler de la reconstruction. Et au travers de tout ça, le fiduciaire, ben, c'est un acteur qui travaille en équipe. Donc, le fiduciaire n'agit pas seul, il agit avec l'assureur, le syndicat, l'entrepreneur qui sera éventuellement retenu pour la reconstruction. Tout ce beau monde-là se parle dès le début du processus, au courant du processus pour s'assurer aussi que les choses soient toujours à jour. Parce qu'évidemment, le fiduciaire ne décide pas du montant qui doit être reçu en indemnité, il se fie aux expertises qui ont déjà été mises en œuvre par l'assureur. Mais si je me permets de vous interrompre, Christine, c'est qu'il y a également aussi une saine gestion de ces sommes importantes-là. Parce que qui dit aujourd'hui que vous recevez une avance de paiement sur une perte de 10 millions, vous recevez une avance de paiement de 2 millions de dollars. Il faut que ces argents-là soient attribués aux sommes que l'assureur a payées. Donc, c'est pour ça qu'il y a une collaboration étroite entre le fiduciaire et l'expert en sinistre, parce que autrement, la tentation est grande et l'erreur est facile à commettre. Vous recevez ces argents-là,
ben, vous avez reçu des factures, ben, vous commencez à payer ces premières factures-là sans égard à est-ce que c'est l'assureur qui le considère dans son indemnité ou pas. Et c'est là que souvent on s'est aperçu lorsque certains dossiers avaient été faits par le passé sans fiduciaire, parce que bon, oui, on dresse les règles, là, il y en a dans plusieurs cas, mais il y en a qui en ont pas, qui en auraient eu besoin. Ben, on se retrouve à la toute fin où il nous manque des centaines de milliers de dollars, et là, on n'a plus les argents. L'assureur a dit, ben moi, je vous ai tout versé, ce que je devais vous verser, sans même atteindre la limite d'assurance. Et donc, l'embauche d'un fiduciaire n'est pas juste une dépense, il est aussi un accompagnateur pour vous. Et quand on parle de dépenses, si vous me permettez, ben, la dépense du fiduciaire, parce que c'est sûr, personne ne travaille gratuitement, donc, lorsqu'on parle de fiduciaire d'assurance, il faut savoir que dans beaucoup de produits, c'est inclus. Chez notre produit, chez nous, c'est inclus. On couvre jusqu'à un montant X là, pour les frais professionnels, qui excluent toutefois les frais d'un expert public. Là. Sans aborder le sujet, vous savez que vous pouvez avoir votre propre expert à votre embauche qui, lui, va être un autre acteur du dossier. Mais lorsqu'on parle de fiduciaire, avant de l'embaucher, et avant d'investir ces frais-là, aussi bon soit-il, son apport dans votre dossier, je vous recommande davantage de consulter l'assureur, de dire, c'est quoi que j'ai dans mon contrat? Certains assureurs vont aller avec des limites de base. On parle souvent de 5 à 10 000 dollars. D'autres sont plus généreux. Mais bon, tout ça s'accompagne bien sûr à une tarification qui peut différer d'un assureur à l'autre. Mais reste-t-il qu'il est important, avant d'investir, parce que des fois, vous avez des connaissances, là, les administrateurs gestionnaires. Souvent, sur les conseils d'administration, Christine, il siège des avocats comme toi, il siège des comptables, des notaires, etc., qui, même si c'est pas leur dossier à eux, ils sont pas mandatés officiellement, ils ont parfois beaucoup plus de connaissances que d'autres types de corps de métier tout aussi nécessaires dans la société, mais qui ont peut-être pas cette dynamique-là à l'esprit. Exactement. Fait que vous aviez fait de le mentionner, de le préciser. Effectivement, ce n'est pas qu'une gestion aveugle des fonds qui est faite. C'est effectivement, on reçoit une indemnité d'assurance qui vient de l'assureur avec des postes budgétaires. On sait qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris. Et dans notre mandat qui est de veiller à la reconstruction, on s'assure que les sommes qu'on a reçues servent aux fins auxquelles elles sont destinées. Fait que là, c'est pas le temps de dire, ben, je vais en profiter pour faire tel extra, puis l'inclure, puis me croiser les doigts. Non, on y va une étape à la fois et on s'assure, l'objectif principal, c'est que l'immeuble que vous avez perdu revienne à la vie, mis aux normes s'il y a besoin. C'est l'objectif. Ben, c'est l'objectif de tout assureur. C'est-à-dire, nous, on veut que la continuité de votre syndicat persiste dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'assureur, oui, on va vous verser une somme importante, mais outre le risque, bon, d'avoir des augmentations de primes ou de changements de conditions particulières sur votre contrat lors des prochains renouvellements, on veut un retour sur l'investissement, non seulement par la question recouvrement qu'on pourrait avoir contre quelqu'un, mais si vous restez notre client parce que vous êtes satisfait de comment ça s'est déroulé, la rapidité à laquelle ça s'est traité et réglé, et sans trop d'embûches avec les copropriétaires, parce que c'est sûr qu'on souhaite jamais ça. On souhaite pas être démunis dès demain matin. On a tous nos obligations qui sont parfois très, très lourdes, dépendamment des familles. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de vous faciliter la tâche et dans l'esprit de reconstruction, ben nous, plus vite vous êtes de retour, plus vite vous êtes plus vous êtes satisfait. Donc, on a plus de chances de vous conserver comme client et de continuer à faire affaire ensemble. Puis là, ben, on recommence à zéro parce que vous avez un bâtiment tout à fait neuf. Absolument. Que, Bon. Alors maintenant qu'on sait qu'on a un assureur qui est impliqué dans le dossier et qui nous aide à bien s'orienter, qu'on a nommé un fiduciaire, ben là, on fait comment pour savoir quel montant le fiduciaire va recevoir? OK. Ben, en fait, quel montant il va recevoir? On prend pour acquis là, qu'on est quelques semaines après l'événement. On a reçu un rapport d'évaluation qui a chiffré monétairement les sommes à investir sur le projet. On a un syndicat ici qui a laissé aller puis qui a décidé qu'on reconstruisait l'immeuble parce que certaines dispositions dans les actes de copropriété qui prévoient mettre fin à la copropriété, mais On y reviendra. on y reviendra. On poursuit, donc on construit. Et à ce moment-là, quelles sont les premières sommes versées? Ben là, il y a diverses dépenses. Il y a eu des dépenses outre les frais, là. Je ne vais pas vous taquiner avec ça toute la soirée. Donc, outre les frais, il y a
l'indemnité, là, les premières dépenses qui sont nécessaires. Il a fallu faire nettoyer le terrain, parfois même le décontaminer, dépendamment de qu'est-ce qui était au niveau machinerie. C'est-à-dire, ça n'a pas été épargné par le feu. Là. Il n'a pas fait le tour d'un réservoir au mazout, votre feu. Fait que ça se peut qu'on doive décontaminer les terrains. Il y a différents types de dépenses. Donc, il y a des premières dépenses parce que la patience des entrepreneurs, elle est limitée. Fait qu'il va falloir les payer, ces gens-là. Et je les comprends. On les comprend. Donc, souvent, après 30, 45 jours, là, ça commence à être important. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait comme assureur pour y avoir été là, en carrière pendant longtemps? C'est qu'on débloque des premières sommes globales. Donc, pour éviter d'avoir à gérer à la pièce chacune des factures qui vont rentrer. Donc, j'ai une perte de 10 millions, je sais que ça va coûter ça, mon évaluateur le confirme, ben, je vais débloquer souvent des sommes importantes de l'ordre de 25 à 30. Je vais verser un premier 3 millions que je donne au fiduciaire. Donc, puis, il le protège. Encore une fois, vous venez pas de gagner en loterie. Non. Donc, Pas mon argent. ces sommes-là devront être distribuées aux bonnes parties en temps utile par le fiduciaire, qui, lui, va recevoir des factures, mais on ne s'attend pas que le fiduciaire ait la compétence d'un expert en sinistre qui est sur le terrain. Donc, il va recevoir des choses à payer. Fait que là, il y a une étroite collaboration qui s'inscrit entre le fiduciaire et l'expert pour dire, ouais, ben là, j'ai une facture de plombier à payer pour tel montant. Qu'est-ce que c'est? Le bâtiment il est brûlé. Mais oui, mais là, l'arrivée d'eau de la ville, il faut fermer, là. Parce que de l'eau, il y en a tant qu'il y en a dans l'aqueduc. Fait que, à un moment donné, faut faire intervenir des spécialistes. Ensuite, bon, s'il y a eu des appels de services pompiers à l'extérieur de la région ou du secteur où le bâtiment se situait, ça se peut qu'il y ait des frais facturés par l'autre municipalité. Bon, à Montréal, on voit moins ça parce que c'est les grands arrondissements, mais reste qu'il y a toutes sortes de frais comme ça qui ne sont pas des frais, là, qui sont des dépenses liées au bâtiment. Donc, on verse un premier montant substantiel et là, bien sûr, le fiduciaire, lui, va réduire ces sommes-là au fur et à mesure qu'il y a des indemnités qui sont requises. Bien sûr, l'expert en sinistre, comme il se doit de le faire, va informer la ou les assureurs sur le risque, de dire, écoutez, tu lui donnes cette avance-là parce qu'il faut qu'il se justifie, parce que j'ai, mettons, 25 factures à payer avec ça. C'est sûr que nous, en amont, c'est pas nous qui distribuons les chèques, là. Fait que là, le fiduciaire prend à l'intérieur du compte les sommes nécessaires, paye Christine, paye telle autre partie, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il distribue les sommes, de sorte que c'est plus facile à gérer parce qu'on sait que la somme qui est là est peut-être globale au début. Et plus on avance dans le règlement du dossier, plus on raffine notre dossier. Okay. Donc, à un moment donné, parce qu'on ne peut pas payer deux fois la même chose, c'est bien important. Et deuxièmement, on veut payer ce qui est payable en vertu d'un contrat d'assurance, donc en vertu de ce qui est couvert. Là, ici, on parle d'un incendie. C'est quand même pas trop difficile, mais comme Christine vous le disait tout à l'heure, il y a aussi des dégâts d'eau qui présentent leur degré de difficulté parfois. Bon. Alors, OK, on a sorti les premières sommes, le fiduciaire va commencer à gérer ça, mais là, reconstruire, ça va coûter combien? OK, on nous dit à peu près 10 millions dans notre exemple depuis tantôt, mais la somme exacte, vous avez parlé de l'estimateur, lui, il va dire à peu près 9,5. Puis là, ben, moi, comme syndicat, est-ce que je dois absolument me fier à ce que vous vous dites? Comment je fais pour savoir quel argent, quelle indemnité pour la reconstruction globale l'assureur est prêt à me verser au fiduciaire pour qu'on soit capable de reconstruire? Très bonne question. Donc, en fait, l'évaluateur, comme je vous le disais tantôt, donne un avis impartial. Impartial du coût de reconstruction. Mais il n'est pas lui, comme vous le disiez tantôt, fiduciaire, c'est pas lui qui donne le coup de marteau, pas plus que nous, pas plus que l'expert en sinistre. Donc, vous, en tant que syndicat, vous devez avoir, on l'a peut-être échappé au début, là, mais vous devez avoir un entrepreneur en qui vous avez confiance, un ou plusieurs entrepreneurs, qui a aussi suffisamment, qui a, comme je vous dirais, les capacités de réaliser cette ampleur-là du projet. Parce que vous pouvez avoir un entrepreneur pour de plus petites pertes de 3 personnes, mais 3 personnes bâtir un bâtiment à 10 millions, ça va leur prendre 3 ans, puis ils n'auront peut-être même pas fini. Donc à ce moment-là, il faut vraiment aller dans les ressources requises, qui est le choix de l'entrepreneur, qui vous revient à vous, messieurs, mesdames, les administrateurs, administratrices, ou encore le gestionnaire par délégation des pouvoirs du syndicat. Ah, fait que c'est pas l'assureur qui décide de mon entrepreneur. Non,
Non, l'assureur peut toutefois vous en suggérer, Christine. Ah, Sauf que vous serez mieux placé que moi pour parler des dispositions de l'article 1066, qui, je vous laisse la parole tout de suite après, et qui donne le privilège au syndicat de choisir son entrepreneur. Par contre, comme nous, assureurs, c'est nous qui payons, ben, des fois, les gens ont, là, c'est une question de confiance réciproque. Lorsque tout va bien dans un dossier, puis on s'efforce de respecter ça dans la majorité des cas, mais vous savez qu'un incendie majeur, une destruction complète d'un bâtiment vient avec son lot de stress. Les gens stressés sont parfois pas toujours nécessairement amicales, malgré qu'on est là pour aider. Reste qu'à un moment donné, vous avez le choix de l'entrepreneur, puis là, ben, il faut que les choses aillent vite. Fait que souvent, la question qu'on me pose, c'est de dire, ben oui, mais votre partenaire, est-ce qu'il est meilleur que le mien? C'est pas une question qui est meilleure, c'est une question qu'il est disponible, qu'il est habitué avec le contexte des devis d'assurance. Parce que vous savez, un devis d'assurance, là, même pour la plus petite job, ça a souvent 15 pages. Parce qu'on définit quasiment la quantité de clous qu'on a besoin dans le projet. Ça va très, très loin dans l'étude du devis. Par contre, l'entrepreneur général, lui, il est souvent au contrat. Il va arriver, il va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Il va vous dire, ben, écoutez, moi, pour 20 000 je suis capable de réaliser le projet. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui est inclus dans ce 20 000 Fait que ça prend un repère parce que nous, on est là pour payer qu'est-ce qui est endommagé, non pas un chiffre comme ça lancé pour faire de la rénovation domiciliaire à l'intérieur de l'unité ou des parties communes. OK. Fait que là, si je vous suis bien, vous, ben, l'assureur a un estimateur qui lui a donné, bah, bon, ça devrait coûter Un combien ça? budget. Là, lui, il prend ça. Il fait un devis, comme vous venez de mentionner, où il dit, bon, ça va prendre tant de clous, tant de matériel, telle main-d'œuvre, etc. Des corps de métier. Et là, ce devis-là, est-ce qu'il a les montants dedans? Oui. OK. Est-ce qu'il le donne au syndicat? Oui, ben en fait, nous, personnellement, puis là, je ne veux pas m'induire en erreur auprès de certains assureurs qui préfèrent aller en appel d'offres. Donc, ce qui dit appel d'offres, je vais peut-être faire sourire certains auditeurs ce soir, mais c'est comme quand vous allez faire l'épicerie. C'est que vous savez que vous avez besoin, mais vous ne savez pas combien ça va coûter à la caisse. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'on envoie le descriptif des travaux avec la quantité de matériel, le nombre d'heures consacrées au projet, mais certains assureurs vont être réticents à donner le prix global parce que certains entrepreneurs, non pas mal intentionnés, parce que je suis pas là pour faire le procès d'un entrepreneur, mais si je vous donne un chiffre qui vous apparaît plus alléchant que ce que vous alliez charger, Simple. ben là, je m'aide pas dans le dossier. Fait qu'à ce OK. moment-là, si je vous propose un projet que moi, je sais qu'il va coûter 9 millions reconstruire, mais que vous me dites, je suis capable de le faire pour 8 millions 2, ben pourquoi j'accepterais pas 8 millions 2? Parce que je vous ai donné carte sur table. Je vous ai tout donné qu'est-ce que ça vous prend à l'intérieur du projet. C'est sûr que s'il y a des impondérables, qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, ni lui, ni nous, ben là, on ne le reproche pas à l'entrepreneur ni au syndicat. On fait les ajustements requis. Parce qu'il faut savoir qu'on ne voit pas à travers les structures, là, malgré la robotique de nos jours et tout ça. Ce n'est pas des choses possibles. Fait que des ajustements, il risque d'en avoir plus qu'un. Mais au niveau d'abord et avant tout de réalisation du projet, on y va avec l'estimé. Ça permet à l'assureur de disposer des sommes requises en vue de payer cette réclamation-là au total. Donc, dès la première journée, l'assureur qui sait qu'il y a une perte de X millions, il entre ça dans ses réserves, il met l'argent de côté parce qu'il se doit de le faire par d'autres règlements, d'autres lois. OK. Là, admettons que je vais en appel d'offres. Oui. J'ai 3 soumissions, puis que les 3 soumissions que j'ai sont très élevées par rapport à l'estimation initiale de l'assureur. On fait quoi? OK. On fait quoi? Donc, c'est sûr et certain qu'il faut cibler. Là, c'est sûr que c'est long quand c'est une perte de quelques millions de dollars, mais ça se fait de la même manière qu'une perte plus restreinte. On regarde, on compare les deux. Est-ce qu'on parle du même projet? Parce que moi, si vous m'ajoutez un étage que j'avais pas lors d'une construction, on peut expliquer facilement la différence de l'entrepreneur. Il faut pas oublier que l'entrepreneur, souvent, il va se laisser influencer, pas de façon anodine, par le client. Il va dire, ben moi, j'aimerais ça. En même temps que tu vas faire ça, j'aimerais que ma chambre soit Les plus grande. extras. Les extras, tout à fait. Mais des extras des modifications ne génèrent pas nécessairement toujours des extras. Mais il faut faire attention au cadastre de votre unité, là. C'est-à-dire que C'est un sujet qu'on va parler à la deuxième. à la deuxième Oui. formation. Donc, mais désolé parce que je m'emporte. Donc, à partir de là, c'est l'entrepreneur va sortir un prix, mais est-ce que son prix reflète ce qu'on lui a demandé?
Qui parmi vous n'a pas un jour fait l'épicerie avec une liste, mais est arrivé avec 3 sacs de plus? Parce que justement, on s'est laissé tenter. Ben, c'est la même chose au niveau d'un devis. On a dressé qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui doit être fait, mais qu'est-ce qu'on demande n'est pas nécessairement. Et c'est là l'important de trouver ces petits écarts-là pour expliquer aux syndicats, comme aux copropriétaires éventuellement, dire voici, vous mettez ces choses-là de plus, mais ça ne nous concerne pas. Faites attention, parce que pour ceux qui auront l'expérience dans la rénovation domiciliaire, même les institutions financières vont nous dire souvent, mettez-vous un budget de 25 à 30. Donc, il est important de bien cerner en quoi consiste le projet. Et vous le disiez tantôt, Christine, c'est que le projet, il est décrit par l'évaluateur, lequel n'a aucun intérêt dans le projet. Lui, là, c'est un chiffre que ça donne dans le bas de la colonne, que ce soit 9 millions, 5, 8 millions, il met ce qu'il a à faire, puis il y a pas d'intérêt dans le travail. Par contre, l'entrepreneur qui, lui, peut ajouter des sommes, ben, il faut être capable aussi d'arriver puis de lui documenter pourquoi on ne le paye pas. Pas juste dire non, tout simplement, mais arriver puis de lui dire pourquoi c'est non. Puis ensuite, s'il demeure un écart, j'en ai vu des dossiers où j'ai une indemnité d'assurance qui est capée, peut-être parce que la valeur assurable n'était pas suffisante, peu importe la raison, et le syndicat a assumé la différence. On espère que ça ne vous arrive pas. C'est pourquoi on va terminer sous peu là, en vous donnant des petits trucs et astuces pour améliorer vos protections. Mais juste avant, pour terminer sur les étapes et très rapidement, une fois qu'on a les montants, qu'on sait où on s'en va, vous devez tenir une assemblée des copropriétaires avant d'octroyer ultimement votre contrat à l'entrepreneur et confirmer le mandat du fiduciaire. C'est la loi, en fait, qui vous l'y oblige, puis dans vos déclarations, c'est relaté. Une fois qu'on sait combien on pense que va coûter la reconstruction, il faut avoir la possibilité de laisser aux copropriétaires la possibilité de décider si oui ou non ils veulent poursuivre leur vie en copropriété. Fait l'avantage du fiduciaire, c'est que la reconstruction est assurée. Hein, on ne peut pas individuellement décider de ne pas le faire, mais on veut quand même, dans une société démocratique, être en mesure d'offrir la possibilité de prendre un autre chemin. Il faut donc tenir une assemblée dans laquelle on expose un peu combien ça va coûter tout ça, ce qui doit être fait et permettre aux copropriétaires de se prononcer à savoir si oui ou non ils veulent mettre fin à la copropriété à une majorité renforcée. On parle d'une très grosse majorité. Je vous dirais qu'en pratique, je ne l'ai jamais vu, mais je pourrais imaginer un scénario dans une copropriété en fin fond du rang, un propriétaire unique qui a plus envie de se lancer là-dedans, qui décide de mettre fin à la copropriété et on sortira l'indemnité d'assurance pour le créancier tout simplement. Le fiduciaire est quand même interpellé si jamais ça arrive, puisque c'est lui qui va accompagner dans la liquidation. D'où l'importance qu'il soit nommé, même si vous n'avez pas tenu votre assemblée. Et une fois que l'assemblée en question est tenue, que c'est sûr qu'on n'a pas décidé de mettre fin à la copropriété, on y va, on accorde notre contrat de reconstruction avec l'entrepreneur et les travaux officiels vont pouvoir débuter. Donc, le chantier, l'indemnité d'assurance, elle est reçue par le fiduciaire. Et là, le fiduciaire collabore avec tous les acteurs qu'on a parlé tantôt pour assurer la reconstruction. Dans ce volet-là plus technique sera abordé dans la formation la semaine prochaine. Et là, ben, puisqu'on vous a, oui, pourquoi ne pas parler de comment est-ce qu'on peut améliorer nos couvertures d'assurance? Je vais déjà commencer parce qu'avec tout ce qu'on a parlé, j'ai déjà des idées. On a parlé du montant accordé aux fiduciaires qui est compris dans les polices. Bon, là, les polices d'assurance, dans certaines polices en plus. Là, on en a parlé, on sait quand on magasine des assurances, on ne sait pas trop où ça s'en va, ça coûte de plus en plus cher en copropriété, on veut couper partout. Et là, on se dit, j'en aurais jamais besoin, moi, de ça. Alors, peut-être que là, on va vouloir avoir pas de couverture ou presque pas de couverture. Ce que je vois souvent, c'est des couvertures minimales dans différents assureurs à 10 000. On ne va pas se mentir, c'est très peu. Plus votre immeuble est gros, plus la couverture d'assurance devrait être élevée parce que gérer 500 000 en fidéicommis, à faire 4 déboursés, c'est une chose. Gérer 5 millions sur 3 ans, c'est une autre chose. Vous avez des fiduciaires qui vont charger à pourcentage, il y a des fiduciaires qui chargent à l'heure, et je peux vous dire que plus c'est gros, plus l'immeuble est important, plus c'est important d'avoir une protection adéquate. Fait qu'hésitez pas à parler à votre courtier pour avoir une meilleure couverture à ce niveau-là. Je vais me permettre d'ajouter un petit point rapidement. C'est qu'au niveau des frais de fiduciaire, pour un mot-clé là, que vous pouvez trouver dans un contrat d'assurance, que je comprends que la majorité des gens qui écoutent ce soir n'ont pas pris le temps de lire de A à Z, c'est pas une lecture de chevet qui est facile.
faut vraiment être discipliné dans ce métier-là. Faut aimer ce qu'on lit aussi, puis le comprendre parce que ce n'est pas toujours simple. Les frais de fiduciaire, c'est inclus à l'intérieur des frais professionnels, mais les professionnels ne sont pas qu'un fiduciaire. Vous allez retrouver les frais d'architecte, d'ingénieur lorsqu'ils sont requis, d'un comptable qui, lorsque, pour une raison ou une autre, il y a besoin, on a besoin de ces services-là, etc. Ils sont pas mal tout inclus, mis à part l'expert public, parce que l'expert public n'est pas reconnu comme un professionnel pour les bénéfices de l'assurance. Il est parfois nécessaire, il y en a des très bons, mais reste-t-il que c'est pas toujours nécessaire. Et en conclusion, pour cette partie-là, je viens de régler avec un de nos experts une perte de plus de 10 millions, on parle de 11 millions 5, euh, sur 36 unités d'endommagées dans un immeuble qui en comprenait plus de 100. On a réglé à l'intérieur d'un an. Donc, c'est possible, mais ça prend vraiment une relation, une collaboration étroite et quasiment dire qu'on est comme les deux doigts de la main, on est indissociable l'un de l'autre pour que les choses fonctionnent bien. Et bien sûr, il faut avoir la part de l'entrepreneur. Dans ce cas-ci, c'était l'entrepreneur de l'assureur et qui avait aussi la capacité d'attendre des remises. Parce que certains entrepreneurs disent, oui, mais là, tu gruges mon fonds de roulement parce que j'attends 2 millions de toi. Certains entrepreneurs ne pourront jamais supporter ces sommes-là. D'autres, oui, parce que souvent, on essaie d'équilibrer le plus possible à la même vitesse que les dépenses sortent, mais c'est pas toujours évident. Puis, c'est sûr et certain que c'est l'assureur qui détient ces sommes-là. Il veut faire son possible, mais l'assureur a son rôle à jouer au niveau de dépenser ces sommes-là. Et on a, bon, pour les meilleures couvertures, pour vous aider Oui, un peu à penser à tout ça, il y a les frais des professionnels, oui, s'assurer que les professionnels impliqués peuvent être, parce que j'ai vu des polices, moi, où il y avait juste le fiduciaire, mais pas nécessairement l'architecte. Fait que s'assurer qu'on va avoir les professionnels dont on a besoin, c'est une chose. Mais on a aussi parlé du cas où je suis en sous-évaluation d'assurance, mon évaluation d'attête était pas faite. J'ai pas respecté les exigences. Est-ce qu'on peut aller chercher des protections additionnelles d'insuffisance d'assurance, par exemple? ben, d'insuffisance d'assurance, là, on va sonder les copropriétaires, cette fois-là, lesquels ont des clauses à l'intérieur de leur contrat qu'on appelle de répartition. Okay. Répartition des dommages qui sont pas nécessairement couverts par l'assureur, mais là encore là, il y a tellement de grande diversité des assureurs sur le marché actuellement, parce que vous savez que les franchises, entre autres des syndicats, sont de plus en plus élevées, mais les assureurs privés se sont protégés en excluant la répartition de la franchise à l'intérieur de leur contrat, qui ne fait pas partie, même si fondamentalement c'est une demande du syndicat qui est adressée aux copropriétaires. Malheureusement, le copropriétaire qui se retrouverait avec une demande d'insuffisance d'assurance, votre assureur privé va vérifier quelle est la nature de cette demande-là, qu'est-ce qui compose le chiffre. Vous avez tous un jour, on vous le souhaite pas, mais vous avez tous un jour payé une cotisation spéciale. Ben, c'est ça. La cotisation spéciale, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend pas juste le déficit du syndicat. Elle comprend, parce qu'il dit déficit accumulé, mais des fois, c'est sur l'insuffisance d'assurance du syndicat. Et le syndicat, ça, je présume que vous en parlez à votre deuxième partie, le syndicat qui ne s'assure pas correctement ou ne fait pas ce qu'il a à faire et s'expose en responsabilité professionnelle. Ça, c'est sûr. Si on reste dans les meilleures pratiques, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la police d'assurance syndicat qu'on peut recommander pour améliorer leurs produits d'assurance s'ils le souhaitent, frais de subsistance ou peu importe, ou ça relève vraiment plutôt des assurances individuelles, auquel cas chacun fait ses propres démarches pour aller chercher l'insuffisance, les frais de subsistance, etc. Oui, tout à fait. Vous savez que la norme de souscription pour un copropriétaire, elle est différente de beaucoup du propriétaire foncier là, d'une maison ou d'un duplex à titre d'exemple. C'est qu'en copropriété, comme on ne possède pas individuellement le bâtiment, c'est qu'on ne part pas de la valeur d'achat ou la valeur de votre unité. Vous savez que votre unité, là, elle vaut peut-être 500, 800, 1 million. Ce sont tous des chiffres qui sont exacts. C'est le marché qui le veut comme ça. Et comment votre assureur privé souscrit ça? C'est qu'en fait, la règle, elle est simple, c'est 2,5 fois la valeur de votre contenu. De sorte que vous êtes une personne, Christine, qui sort de l'université en droit. On va vous offrir 50 000 pour votre contenu. Vous dites, ben non, j'ai jamais ça. Puis automatiquement, vous vous trouvez assuré pour 125 000 pour vos améliorations dans l'unité, qui va comprendre la répartition. Ce montant-là sert aussi à couvrir les sommes qui vous sont juste facturées en titre de répartition. Sauf que
où le bas blesse, ben, c'est en fonction de ce même chiffre-là dans les normes de souscription. Je ne suis pas souscripteur puis je ne veux pas l'être, j'adore trop mon métier, mais il faut vérifier que vos FSS, là, vos frais de subsistance supplémentaires, eux, souvent, sont au minimum. On parle de 10 000 à 15 000 dans beaucoup de cas. Quand on est dans la période du Grand Prix de Montréal en juin, mai-juin, dans ce coin-là, vous savez que les logements temporaires à Montréal explosent. Ce qui se louait à 3 000 se loue à 6 7 000 Comme on ne sait jamais quand votre réclamation va frapper à votre porte, ben, si vous tombez dans la période critique d'achalandage, ben, à ce moment-là, vous aurez qu'un mois et demi, peut-être 2 mois, si vous êtes chanceux, chanceuse, pour être relocalisé aux frais de votre assureur. Fait que c'est un pensez-y bien, parce que ce n'est pas, c'est une garantie qui peut sûrement être bonifiée. Faut-il le savoir en parlant avec l'assureur? Parce que voyez-vous, je vous disais, là, vous payez pour des améliorations ou du contenu que vous n'avez même pas en réalité. Ben, en discutant sérieusement avec votre assureur, vous pouvez peut-être transférer une partie de ces sommes-là puis les faire gonfler le montant d'assurance pour vos frais de subsistance individuellement, parce que là, reste à savoir combien ça coûte, là, mais on s'entend que même si ça coûtait 20-25 de plus annuellement, réparti sur 12 mois, là, on ne parle pas de grand-chose. Donc, à ce moment-là, c'est important de se responsabiliser, de se conscientiser face aux produits qui nous est offert sur le marché actuellement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait jaser avec vous aujourd'hui. Évidemment, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps. On aime ça. On a beaucoup de choses à dire. On passe la soirée. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça conclut le premier volet. Donc, la gestion immédiate, qui sont les acteurs principaux, un peu comment vous pouvez vous outiller pour savoir où vous enligner, qui vous appelez, qui vous accompagne. J'espère que vous n'allez jamais avoir besoin des notions qu'on vient de vous présenter, mais si jamais c'est le cas, ben c'est pour ça que tout ça existe. Et ne négligez pas, en conclusion, d'aller chercher les assurances additionnelles. Oui, il y a des frais associés à ça, mais si un jour une telle situation vous arrive, c'est non négligeable ce que ça peut faire comme avantage sur un dossier. Des reconstructions en cas de feu, ça prend pas un mois, c'est long et les frais de subsistance souvent ne finissent. Ça finit trop vite pour ce qu'on a besoin. Fait que ce sont des enjeux qui sont réels. On se donne rendez-vous dans une semaine exactement, même jour, même heure, pour parler de la reconstruction plus matérielle. Donc, je serai accompagnée d'un architecte. Nous discuterons de le fiduciaire, l'architecte et l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait ensemble, toujours de concert au début avec l'assureur, mais à un moment donné, les serreurs s'effacent un peu pour assurer la reconstruction, faire les paiements, qui doit donner les autorisations et aussi les enjeux que ça peut avoir juridiques sur la reconstruction après sinistre et les vices de titre que ça engage. Donc, on va regarder tout ça bien en détail la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Si vous avez des questions, il nous reste encore un peu de temps.